Bon, Michel, ton livre m'aura beaucoup appris, ce qui n'est pas très original de dire. Mais surtout, il m'a fait préciser des questions de cours. Cet effet de lecture tient à ton style, justement. On ne s'y glisse pas par identification, pas plus que dans un théorème ou dans un poème. Ce que tu écris se déroule entre des paysages, des rochers solaires à creuser du Cap Créus, la terre de Dali, jusqu'aux eaux troubles de la Seine, où se sont jetés Ceylan et Luca. Je dis ça sans vraiment pouvoir l'interpréter. Peut-être suis-je sensible par là à des tonalités épocales du dire de Lacan, mais j'en suis pas sûr. Bien sûr, je ne vais pas reprendre tout ce que tu avances. Ça prendrait trop de temps et puis je n'en suis tout simplement pas capable. Faut te suivre là où ça passe, comme on dit en Montaigne. Un mélange de lecture, de désir et de disposition personnelle. Donc des questions en partie venant de mon frère, qui t'a lu attentivement et avec qui j'échange tous les jours autour du dernier Lacan et de Deleuze. En commençant donc ces questions avec la topologie, sa situation et ses usages. Parce que quelque chose reste énigmatique, je trouve, c'est ce virage qu'opère Lacan de la logique mathématique à la topologie après le séminaire encore. Certes, je suppose qu'il n'était pas complètement satisfait de l'écriture des formules de la sexuation et du non-rapport sexuel pour rendre compte de la jouissance et de ses ratages. Ainsi du patou qui échappe à l'universel du sens au prix d'un mysticisme cantorien. Dommage d'ailleurs pour Cantor qui n'ait pas pu ou su devenir le mystique du retrait de son lieu. Ça l'aurait aidé. C'est que cette jouissance indicible du patou, cette autre jouissance dite féminine, en excès sur le sens, n'est en rien la jouissance de l'autre, celle du corps vivant organique, strictement hors langage, hors symbolique, comme tu le rappelles dans ton livre. Mais toi, que pourrais-tu dire de ce passage décidé de Lacan à la topologie sur la fin? Je te pose cette question parce que tu en as une pratique évidente, ce qui est plutôt rare. Ensuite, Lacan a déclaré que la topologie était son symptôme, et aussi que les nœuds se manipulaient dans le noir. On passe ainsi d'une fonction optique à une fonction haptique poussée à l'extrême. L'haptique, c'est un toucher du regard, le dehors manuel du visuel, une sortie du système euclidien et de l'ambivalence intérieure-extérieure. C'est aussi une option dans l'art, depuis la figuration plane égyptienne, le pli baroque, la matière chez Cézanne, jusqu'au fait pictural chez Bacon. C'est un événement, cela, un événement de corps, un symptôme. Alors, qu'est-ce qu'à ton avis, Lacan expérimente dans cet usage particulier des brins au-delà du scopique? Et puis, par ailleurs, quel étrange contraste que celui d'une manipulation silencieuse des nœuds et le résonne de la langue, ce côté sonore, phonique, attribué au jouet inconscient. Ensuite, je retiens ton attachement très fort à la poématique de Lacan. Il y aurait un passage, me semble-t-il, entre l'idée de lapsus de nœud et celle de bégaiement de langage. Ce serait ce passage, ce lien,
la notion d'un ratage fondateur de l'homme, en tout cas du par-l'être. Il semble que ce que Lacan soutient à partir de Joyce, avec la notion de symptôme, de quatrième rond, c'est qu'un ratage puisse participer d'une fonction singulière de nomination. Je dis participer, je ne parle pas de suppléance. Ce serait sans doute d'ailleurs à démontrer, en précisant le mode du temps événementiel dans lequel on se situe là. Alors c'est ici qu'apparaît le poème, à côté de la topologie. En quelque sorte, le poème réaliserait au mieux le dire nommant d'un ratage, qui soit transcendantal, structurel ou effet de réel. C'est ce qui amène Lacan à en faire un paradigme de l'interprétation. En somme, le poème serait la bonne manière de jouir de l'inconscient. Donc, vient ici l'expérience aboutie du poème. Alors que pour sa part, j'ai presque envie de dire à contrario, la langue, dans son devenir multiple, c'est ce que l'insu que c'est de l'une des vues, la langue dans son devenir multiple ferait plus largement signe d'une boiterie du sens. Ainsi, la langue semble garder dans un effet de bégaiement, je souligne ce terme d'effet, quelque chose du phénomène d'inconscient freudien. Comme si l'esp d'un laps, de son trébuchement temporel, dans sa motilité, dirait Artaud, faisait résonner d'anciennes lettres, celles des ailes de l'esprit, la guêpe de l'homme. Pour le dire au plus court, le bégaiement ratage, induit dans nos discours par l'instance de la langue, constituerait un phénomène d'inconscient réel lacanien, là où rêve, lapsus et symptômes sont phénomènes de l'inconscient freudien. Ce que je disais d'un phénomène induit, d'un effet de ratage, m'amène alors à faire l'hypothèse que le concept de la langue lui-même, à travers ses multiples indécis et indéjouissances, serait plutôt de l'ordre d'une immanence ou d'un bord d'immanence et non d'une négativité ou d'un ratage en soi. C'est-à-dire que je sépare en quelque sorte la langue de ses effets de bégaiement. Ça aurait alors des conséquences immenses sur la notion de désir et ses agencements. Je ne sais pas si tu souhaitais cette option. Au passage, je suis heureusement surpris que tu invites Gilles Deleuze à notre table. Car il est devenu pour moi, en partie pour ce que je viens de dire, une référence indispensable pour penser le dernier Lacan et la psychanalyse. Il serait d'ailleurs fort intéressant de revenir sur les façons de bégayer de Lacan et de Deleuze, qui ne sont pas les mêmes. Mais il faudrait pour cela reprendre précisément leur développement respectif. L'un, Lacan, à partir d'une négativité constitutive du par-l'être, l'autre, Deleuze, à partir de l'expérimentation de flux de désir, avec ses agencements, ses cassures et fêlures de lignes de fuite. Mais bon, restons au bégaiement lié au concept de la langue, celui dont tu parles. Penses-tu que ce dernier, je parle du concept de la langue, aura lui-même bégayé ou évolué au cours des derniers séminaires topologiques de Lacan? Ceci dans des temps où la notion de symptôme elle-même, a plusieurs fois changé
tu le soulignes précisément dans ton ouvrage. J'introduirai enfin, pour terminer, parler de poésie et de poème plutôt, ce propos de Blanchot, après la mort de Ceylan, que Jacques Derrida reprend dans Parage. Je cite Blanchot. Nous n'avons pas su préserver Paul Ceylan du naufrage. Ainsi, là où Ceylan avait renvoyé le dire de Blanchot à Mallarmé, Blanchot y ramène, puisque le naufrage évoqué ici est évidemment celui du coup de dé. C'est dire que le naufrage de Mallarmé, dans son silence et sa nullibiété, est une figure transcendantale de la pulsion de mort. Certes, quelque chose du pur vivant est ramené par Lacan à travers le concept de la langue. Mais quid de la pulsion de mort? Quid de la pulsion de mort qui, me semble-t-il, hante la poésie de Ceylan et de Luca malgré leur ligne de fuite poétique? Le ratage, le bégaiement, est-il chez eux une résistance de vie ou une résistance de mort? En serait-on malgré tout, et ce serait désespérant, réduit à la bivalence freudienne, pulsion de vie, pulsion de mort? Il y a quelque chose qui me frappe d'ailleurs, je l'ai souvent dit. Comment se fait-il que beaucoup des poètes et écrivains qui nous retiennent ont côtoyé ou se sont donné la mort? De quelle étrange mélancolie nommons-nous le vivant? Ceci pour venir peut-être à ce que je disais des paysages.